on va inviter sur le plateau, on remercie Jean qui doit partir, Nicolas Herba, ouais, Arthur, Martin, Ulysse, où sont-ils? Ils sont là-haut. Pour parler effectivement pratique au quotidien. Allez-y, installez-vous comme vous voulez. Alors peut-être Nicolas une extrémité ou parce que voilà, il y a un groupe d'artistes qui travaillent ensemble, donc ils sont là à deux à deux égards. Ouais, tu peux distribuer. Ouais. Pour parler de leur pratique individuelle, mais alors il s'agit d'Ulysse, alors il faut se présenter, d'Ulysse, Martin et Arthur, qui ont un travail en commun. Et voilà, avec leur nom. Est-ce qu'on laisse allumer la salle? Comme ça, on peut baisser un petit peu, peut-être. Et Nicolas Herba de Digital District, qui on peut dire est à la tête d'une sorte de département IA dans une société. Attendez, je vais me mettre, je suis devant vous, je décale un petit peu les choses. Ça tient. Je vais faire comme ça. On ne vous cache pas. Tout. Je reviens. Il y a des câbles. Et on va commencer peut-être pour avancer assez vite, justement avec vous, le groupe UMA. Donc, d'après vos initiales, j'ai cru comprendre, car j'ai l'esprit vif. Vous avez travaillé, entre autres, alors on s'est déjà croisé dans le cadre de Creative Machine. Vous êtes venu, il me semble, vers nous. Je vous rappellerai comment on s'est détectés les uns les autres. Et entre autres, à travers une œuvre qui s'appelle Brie Rose, qui est un clip sur lequel vous avez collaboré. Je vais peut-être vous montrer deux, trois images. Si je peux cliquer sur les liens. Ah. Il y a un switch à faire, je pense. Ça s'est ouvert ailleurs. C'est ici. Alors, peut-être que vous pouvez... On laisse courir un petit peu. On parlera après. C'est de quelle année, cela dit? Donc à 3 ans. C'est très AI art. On va dire. Lien avec l'environnement. Voilà pour Brie Rose. Super. Merci. Et on s'était dit... Ah, c'est repassé. C'est pas grave, ça va revenir. On s'est dit qu'on commencerait par toi, Arthur, pour expliquer le pipeline, la genèse et la construction de l'histoire originale. Oui, on m'entend bien? OK. Donc, ce clip, donc, dont la musique a été faite avant, évidemment, c'est un clip musical dont on a illustré la musique. C'est l'auteur Kim Chapiron, que vous connaissez certainement, de Courtrage-May, qui est quelqu'un avec qui j'ai collaboré et qui nous a donné l'occasion de tester
Avec Ulysse et Martin, une réalisation, voilà, on va dire en génératif, en GAN, en style de transfert exactement et qu'on a fabriqué sur 13 mois. On a fait une vraie narration avec, une note d'auteur, avec une vraie réflexion plan par plan, où on raconte une allégorie des 9 mois de la naissance dans le ventre, d'une mère et on a donc c'est étalé sur 13 mois. On a eu vraiment, de la pré-production, de la réflexion de pré-production. J'ai travaillé un mois sur, le layout et une animatique, et la modélisation et l'animation qui était en 12 FPS. On a eu quelques contraintes que, Ulysse m'a données, vous verrez qu'il s'est occupé de l'IA, donc c'est le plus à même d'en parler. Et l'animatique nous a permis de déterminer les illustrations, je laisserai, Martin en parler, qui a posé les illustrations qui ont permis, les images. Et donc, là-dessus, l'animatique nous a permis de segmenter le travail, donc d'avoir un petit pipe d'animation, hein. On a fait de la modélisation, on a fait de l'animation, on a fait, des caméras. Il y a eu beaucoup de SFX, et de simulation de ton côté. Enfin, et je laisserai, Ulysse en parler. Et ça nous a permis d'avoir une histoire contrôlée. Donc ce film, on peut dire qu'on a contrôlé, en tout cas de manière, narrative, et on est plutôt assez content du résultat. Et c'est du style transfert, donc c'est pas du tout... je vais laisser, Ulysse en parler. Voilà. Merci. Ouais, donc un pipeline assez classique au début, quelque part après une sorte de gestion du rendu, sous la direction artistique, de Martin. Alors je crois que et le travail, alors je crois que cette image-là, c'est Oui, ouais, ouais, cette image-là, c'est tu fait disais main. c'est est assez clé sur, Enfin, c'est fait main avec Photoshop, mais effectivement, c'est des petits coups de d'accord. pinceau. Que ça Euh, pourrait, typiquement être, on se dit: «Bah, ça, de l'IA peut générer, oui, des oui, tout choses à dans fait. ce style-là», mais en fait, Ouais, en fait, la démarche intéressante là-dedans, c'est que, enfin, si je reprends l'histoire depuis le début, on avait fait des tests avec Ulysse auparavant pour voir justement qu'est-ce que la technologie de transfert permettait. Et on avait utilisé des peintures très classiques, libres de droit à l'ancienne, pour voir un petit peu comment ça pouvait matcher sur des modèles qu'on lui donnait, à la fois de la vidéo, de la 3D. Comment la peinture pouvait suivre le mouvement, en fait. Et donc, pour Bruit Rose, qui était notre premier projet commercial qu'on allait montrer au monde, on s'est dit ce serait dommage de prendre des images de quelqu'un d'autre, justement pour rebondir sur les questions d'éthique dont on a déjà beaucoup entendu parler aujourd'hui. Donc, ce qui serait super, ce serait d'avoir nos propres images à transférer. Et donc, là où moi, je viens plutôt de l'animation, du motion design et de l'illustration, mais pas aussi fouillé, il a fallu que je m'adapte un petit peu pour donner des modèles que l'IA, enfin que le style transfer pourrait digérer et en faire des choses intéressantes. Et à partir de mes dessins, là vous voyez une planche qui a servi, donc elle est très bien, mais ça m'a pris quelques temps d'apprendre à faire des choses qui puissent vraiment servir à un résultat sortable une fois passé par le filtre de, il y a eu des allers-retours, d'essais de comment la machine, ah oui, oui, beaucoup d'essais-erreurs. ouais, Et on a aussi beaucoup procédé par échantillon. C'est-à-dire que celle-là, elle est complète, elle fait 5000 pixels par 3000, un truc comme ça. On a commencé par des échantillons de 200 par 200 et ouais. il y avait des choses qui fonctionnaient et qui fonctionnaient moins bien. Et même sur les planches finales comme ça, il a fallu revenir dessus parce que, par exemple, on voyait tel détail que j'avais un peu raté, etc. Le, comment dire, l'algorithme est impitoyable, il les ressort tout le temps. Donc il a fallu les regommer et peaufiner, etc. pour que, enfin voilà, je dirais que mon cahier des charges là-dessus, c'était que toute l'image soit complexe et intéressante à regarder. Et ça a transformé ma démarche créative D'accord, d'illustration, en tout cas dans ce domaine-là. intéressant. Justement, c'est quoi cette technologie alors? C'est juste ta partie? Oui. Est-ce que la partie éthique Oui, l'aspect alors, éthique, il est là, tout bah, du du long? coup, ouais, la partie IA, bah, disons qu'aujourd'hui, elle est préhistorique parce que Ouais, c'est un GAN, 3 ans. qui s'appelait le VGG-19, qui était un GAN qui servait à la base, qui avait été entraîné à faire de la détection d'images pour les concours. À l'époque, c'était en 2015-2016, il détectait, soit des avions, soit des chaises, soit des voitures. Et il y a un chercheur qui s'appelait Léon S. Gatis, qui avait théorisé ce système du transfert de style à partir du GAN, en fait, en faisant un espèce de mini entraînement à partir du bruit, en mélangeant les éléments de calque, comme en fait comme on a vu un Unet à un moment donné, mais c'était des versions vraiment très rudimentaires de ça.
et on prenait des éléments d'un calque, d'une image, des éléments d'un calque d'une autre, on les mettait ensemble. Et en l'occurrence, on prenait des éléments du calque qui étaient plus proches de ce qu'on appellera un style, des images de style, et en dessous, nous, on avait nos 3D. Donc ça va être, comme dans le clip, il y avait un guépard qui court, une forêt avec des arbres qui existent en fait en 3D, sauf qu'ils ont des textures moches, qui sont spécifiques pour que le transfert fonctionne, qui étaient en fait en gros des espèces de maps de particules aplaties en shader en fait, pour qu'ensuite le transfert accroche. Parce qu'en fait, c'était un modèle, c'est pas les modèles de diffusion comme ce qu'on a maintenant, c'est des modèles en convolution. Enfin, vraiment, ils travaillaient sur des toutes petites zones qui étaient incohérentes les unes par rapport aux autres. Donc il n'y avait pas d'ensemble d'images connues. Et c'est pour ça qu'il fallait faire des maps complètement remplies et assez homogènes pour être sûr que globalement on ait à peu près le feuillage attendu pour les zones de feuillage, ainsi de suite. Et après, on a fait plusieurs maps. Donc il y a eu le feuillage, il y a eu des pelages d'animaux, il y a eu de l'eau, ensuite qu'on répartissait sur la 3D à l'aide de masques. Parce que vu qu'on faisait de la 3D, on avait en gros les passes de masques, enfin, en fait tout le process classique de 3D, sauf qu'à un moment donné, on mettait le transfert vers la fin qui en fait remplaçait l'étape de shading classique. Parce qu'en gros, on avait un shading assez dégueulasse qui était en fait des images, des textures de particules colorées. Et après, on mettait ça par-dessus. Et effectivement, oui, c'était le fruit ça, c'était l'aboutissement effectivement du travail qu'on avait effectué auparavant depuis quelques années de recherche de transfert, mais qui n'avait jamais vraiment servi sur de vrais projets. C'était juste des recherches pour s'amuser, parce qu'on trouvait ça assez fascinant. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais vu une vidéo de transfert, ça devait être quelqu'un qui avait transféré une espèce de peinture de Picasso sur un extrait de 2001, le lycée de l'espace, peut-être en 2015-2016, et je me suis dit, ça c'est vachement bien. Et du coup, à l'époque, il fallait apprendre. Non, on connaissait rien en code et tout, donc il fallait apprendre Python, il fallait voir ce que c'était. J'ai dû installer Linux, j'étais très content à l'époque, je ne m'en servais pas. Ubuntu, depuis maintenant je m'en sers, mais j'ai dû installer juste pour apprendre ça. Et voilà. Et du coup, l'avantage aussi de cette méthode, bon, qui maintenant est vieille, mais on va s'en servir à nouveau. mais aussi des plus récentes. Mais c'est que celle-ci, il n'y a pas de modèle, comme on a vu tout à l'heure quand on tape Mario, plombier, machin. Enfin, non, justement, plombier italien, il y a Mario qui sort. Là, avec ces modèles-là, ils sont Enfin, déjà, on ne fait pas de génératif, au sens où il n'y a pas de prompt. Il y a juste deux images et du bruit généré en tapis au fond, et les deux images se mélangent. Et en fait, si le truc est mal calibré, ce qui sort au travers du modèle, ça va juste être un espèce de bruit assez moche, enfin assez pas du tout désiré, mais ça va pas être des images qui seraient issues d'un dataset d'entraînement accidentellement. Par exemple, dans notre démarche actuelle, on essaie de moderniser en fait notre approche, c'est-à-dire de toujours regarder des illustrations transférées sur de la 3D qu'on fabriquerait en amont et tout. Là actuellement, on travaille avec là j'essaie d'entraîner des LoRa, des illustrations de Martin et de sa petite fille, pour faire des trucs rigolos. Et des LoRa avec le contrôle net, avec les IP adapteurs. Le travail d'enfant, c'est une réalité quand même. L'exploitation totale de la fille de Martin. Non, mais en fait, c'est pour faire des tests, pour voir avec les outils auxquels on a accès aujourd'hui, qui sont donc LoRa, IP adapteur, contrôle net, sur une base de Stable Diffusion XL. Mais alors là, le problème, justement, c'est que quand c'est mal calibré, soit c'est très moche, soit il y a des trucs qui sortent qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le LoRa ou l'IP adapteur. Qui viennent bien de quelque part, mais d'où ça? D'un coup, il y a une image d'illustration dans un style de, je sais pas, je dis n'importe quoi, Tintin et Milou, mais bon, pas à ce point-là, mais voilà. Martin, tu voulais rajouter pour la démarche sur. D'accord, c'est intéressant. qui est quelque part effectivement très vintage en termes d'IA. Voilà, c'est old school, ça a quelques années, donc c'est très vieux. On a relevé quand même au niveau du pipe classique, on a relevé quand même des contraintes sur lesquelles on avait des limitations et qu'on aurait voulu évoluer là-dessus. C'est que, comme disait Ulysse, on a fait plusieurs rendus pour chaque partie d'une image. On avait la pelouse, le pelage et tout ça. Et donc, on générait tout ça à part et il fallait les assembler en une image finale. Et en fait, on était limité par le masque. Et donc, le masque de la 3D qui était moins riche que l'image rendue des feuillages qui débordaient, qui étaient beaucoup plus beaux. Ça a été une contrainte qu'on ressent dans le film, dont les bordures sont quand même assez limitées. La deuxième problématique qui a été importante pour nous, c'est qu'au niveau des caméras, on a eu quand même des contraintes. C'est-à-dire, on ne pouvait pas se permettre des changements d'échelle
radicaux dans l'image, parce que le feuillage, comme vous pouvez voir, il a une échelle, Mmh. et en fait, il est toujours à la même échelle quand il est rendu par la génération. Ouais. Et du coup, bah, si on fait un déplacement, un Oui. push-in, bah, ça va avoir des limitations Oui, là, géométriques. ouais, c'est en fait que le modèle n'a évidemment pas de. C'est pas un motion model. Il n'y a aucune Ouais. notion de cohérence temporelle, à part par la 3D qui est en dessous. Mais du coup, les changements d'échelle au sein d'un plan, bah, on était à des années des motion models. On était Bien là, sûr. effectivement, en 2017-2018 pour ce modèle-là. Et, du coup, voilà, pas de Donc, zoom. si on avait un animal qui venait vers Ouais, nous, ouais, on a ça compris. marchait pas. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'animaux de profil. vrai. On est quand même finalement dans des techniques d'animation 2D énormément Ouais. sur des mélanges. Le troisième point, donc là on était en 12 FPS, hein, comme je disais, c'était important parce on n'était pas sûr de. Enfin, Oui, ça gigotait trop à 24. ça C'était, gigotait beaucoup. Ça fourmillait. Et on avait aussi les directions de lumière, les directions de lumière qu'on pouvait pas, qu'on devait intégrer dans les Oui, oui, oui. illustrations, si on voulait avoir des impacts de lumière. Voilà. D'accord, bon, merci pour ce retour d'expérience d'une œuvre qui a pas mal circulé. On va changer d'intervenant et on reviendra vers vous justement parce que ce qui va être dit là va être peut-être complémentaire. On va parler avec Nicolas Herbat, donc tu es Head of Innovation à Digital District. Tu as une présentation normalement, si la technologie veut bien fonctionner, tu vas y avoir accès ici. On l'a testé hier. Ça te va? Je Ça te va, laisse la ouais. parole. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Herbat, je suis Head of Innovation à Digital District. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Digital District, c'est un studio d'effets spéciaux. On fait que du live, donc film, série, pub. C'est basé à Paris et du coup, moi, je m'occupe du département qui fait vraiment de la veille technologique et qui scrute un peu toutes ces technologies qui sortent. Et en gros, moi, mon travail, c'est de faire cette veille et d'être au courant de ce qui sort et de benchmarker plus ou moins les technologies qui sont mises à disposition. Tout et d'évaluer un peu si c'est production ready ou si on peut s'en servir pour telle ou telle tâche à n'importe quel étage de production, donc que ce soit en compositing, en 3D, mais en pré-prod, etc. Et en gros, le travail du département duquel je m'occupe, c'est vraiment d'identifier ces technologies-là émergentes qui peuvent être utilisées et d'en dériver des outils et de les mettre à disposition de nos graphistes pour qu'ils puissent un peu faire évoluer leur manière de travailler et justement profiter de cette vague technologique innovante et insérer ça dans nos méthodes de fabrication. Là, je vous ai fait une présentation assez courte. C'est pas du tout exhaustif, mais ça donne quelques clés de compréhension et quelques exemples d'utilisation concrète qu'on a dans le studio. Donc, le premier truc, c'est que on a fait un bridge entre ComfyUI et Nuke parce que en fait, ComfyUI, c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais il y a une barrière à l'entrée qui est assez forte. C'est hyper difficile de le prendre en main et surtout, ça prend du temps d'avoir des bons résultats et de manière persistante. C'est-à-dire que le retour d'expérience des débutants, c'est premièrement, ils n'arrivent pas à grand chose. Après, ils arrivent à produire un truc qui fait du sens, mais c'est pas consistant et ça relève un peu plus de la chance. Et pour vraiment avoir quelque chose de fiable et savoir ce qu'on fait, ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup de formation. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des sortes de presets. On a identifié quelques opérations qui étaient intéressantes de les reproduire, qui sont, on en a besoin souvent. Donc, je vous montrerai quelques exemples dans un instant. Et en gros, ces presets-là, ils font une seule chose, mais ils le font bien. Et on essaie que ces presets-là fonctionnent dans 80-90% du temps. Et on expose quelques paramètres pour que derrière, le graphiste puisse de manière très simplifiée intervenir et adapter ses outils à sa situation. Donc, je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Ça va peut-être plus se parler. Donc, en gros, le premier truc, c'est dans l'IA générative, c'est hyper important de bien prompter. Et ça, c'est une des barrières qui est souvent sous-estimée. On se dit,
Un prompt, c'est juste une petite description de ce qu'on veut, générer, mais il y a quand même des manières de prompter qu'il faut respecter. C'est pas les mêmes selon les modèles. Et en fait, selon les outils que vous allez utiliser, c'est hyper important de respecter une structure et d'être très descriptif. Et la manière dont vous écrivez et dont vous liez les mots, ça va aider le modèle, plus ou moins. Des fois, c'est délétère. Si c'est mal fait ou en tout cas si vous faites quelque chose qui n'est pas attendu par le modèle, c'est hyper délétère et en gros, le modèle va pas comprendre ou avoir une méconception de ce que vous voulez, de ce à quoi vous voulez parvenir et du coup, c'est typiquement dans ce genre de contexte que vous avez la frustration, vous avez l'impression que l'IA comprend pas et vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison et vous arrivez pas à arriver au résultat escompté. Et du coup, le premier truc qu'on a fait, c'était de faire un modèle qu'on héberge en local. C'est pas du tout un call API à ChatGPT, c'est un modèle qu'on a fine-tune en local et qu'on héberge dans nos murs. Comme ça, on n'a pas de fuite de data et on est souverain là-dessus. Et en gros, le graphiste, il peut, comme l'exemple à gauche ici, taper un prompt super sommaire, on l'envoie dans le modèle et le modèle recrache un truc plus élaboré, qui a la bonne structure, avec le bon vocabulaire descriptif. Donc du coup, on a essayé, via cet outil, d'éliminer cette barrière à l'entrée. Ça marche aussi avec de la description d'image. Ouais, si on peut lire quand même. Donc là, en gros, on a en image, en input une image, on coche use image as prompt, process, et bim, on a la description qui peut nous servir de squelette pour le prompt. En gros, vous voyez, donc ça n'a rien d'extraordinaire dans le sens où ça décrit vraiment très fidèlement ce qu'il y a à l'écran, mais ça peut être hyper chiant à faire à la main parce que c'est long. Et on n'a pas toujours, et selon le niveau d'anglais des uns et des autres, on n'a pas toujours le vocabulaire et les mots pour décrire de manière précise. Donc ça encore, c'est une aide et donc c'est une barrière à l'entrée qu'on essaie de faire sauter. Ça, c'était juste pour la partie prompt et je vais vous montrer juste quelque chose pour une opération qu'on fait. Donc là, c'est du in-painting guidé par une map de profondeur. Donc en gros, vous fournissez à l'outil le masque de ce que vous voulez changer, la map de profondeur pour le guider, pour l'aider à reproduire fidèlement l'espace de votre image d'input. Et en gros, ici, vous avez donc à gauche l'input, au milieu l'alpha et à droite la Z qui va permettre de guider la génération. Et là, vous avez et aussi, j'ai oublié, vous avez le prompt qui va vous permettre de dire ce que vous voulez en fait. Et là, donc j'ai un exemple. Donc là, vous avez l'original, vous avez le in-paint simple, donc sans guide de Z au milieu, et le in-paint plus dev que vous avez à droite. Donc vous voyez que à droite, en gros, il conserve bien, il est bien consistant sur la structure de l'original, comparé au résultat du milieu qui est visuellement crédible et satisfaisant, mais qui reprend pas la posture et la corpulence de notre modèle original. Donc en gros, c'est pensé pour des newkistes, parce que ah oui, j'ai oublié de dire, avant de faire ça, j'ai été newkiste pendant 6 ans, donc j'ai un focus particulier sur le bridge entre l'IA et Nuke. Et du coup, c'est vraiment pensé pour que un newkiste il s'y retrouve, c'est-à-dire que vous avez une input de Z, une input de prompt, une input d'alpha, tout ça est très séparé, tout ça est clairement identifié, donc du coup, ça devient un peu intuitif d'utiliser ces outils-là. Ça, c'est juste une opération. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que l'outil peut faire, mais du coup, ça vous donne un peu un sens de comment on essaie de bridger et de casser les frontières entre Comfy et Nuke, et surtout de faciliter l'usage de ces technologies, parce que comme j'ai dit, Comfy UI, c'est hyper puissant, mais c'est vraiment... au début, c'est pas digeste, quoi. C'est hyper dur à prendre en main au début. Enfin, il y a un coût d'entrée qui est vraiment pas négligeable. Ensuite, on a un outil de roto IA. Donc, bon, je peux pas vous le prouver, mais croyez-moi sur parole, ça, c'est la sortie de l'outil pas retouché. Ça, c'est vraiment ce que l'IA donne. Et du coup, vous voyez qu'on peut gagner du temps. Donc, en gros, comment ça fonctionne? On a je vais pas vous faire pareil, je vais pas vous faire le détail technique, mais en gros, comment ça se passe? Vous choisissez une frame de référence, vous faites une zone de sélection, l'IA va tout de suite regarder à l'intérieur du carré que vous avez sélectionné, il va se dire tiens,
Il y a un humain, ça doit être ça le sujet. Bon, je vais détourer l'humain et il va propager le masque sur toute la séquence. Donc ça fonctionne particulièrement bien pour les sujets humains, pour des raisons évidentes de surentraînement sur les humains. Ça fonctionne bien sur à peu près tout. Faut juste que le sujet soit clairement identifié. Vous n'allez pas roto une foule comme ça. C'est vraiment un individu, une entité particulière. Donc ça, voilà. Donc ça, bon, vous imaginez bien le temps qu'on gagne avec ça, quoi. Ici, j'ai un petit close-up pour vous montrer. Il y a des outils aussi qui permettent d'améliorer des alphas préexistants. Donc, à gauche, vous avez un alpha qui a été produit avec un tool de ancienne génération, qui n'est pas parfait. À droite, vous avez le refinement. Donc, en gros, je fais passer ça dans un autre modèle et je lui donne le RGB associé. Et il va aller se dire, bon, ben voilà, ça, mon alpha, c'est cette zone-là. Et il va aller chercher les détails qui manquent. Il y a aussi un autre truc qui est hyper intéressant, c'est avec ConfigUI, vous pouvez créer des normales et vous dire, tiens, je vais, à partir de cette séquence RGB, je vais en créer des normales pour pouvoir relighter cette séquence comme si je relightais de la 3D finalement. Et en gros, avoir ce genre de masque qui respecte bien le modulé, qui respecte bien la shape de votre sujet, quel qu'il soit, en full 2D, ce serait chiant à faire, ce serait compliqué, ce serait beaucoup à base de patates et de roto, quoi, mais on arriverait difficilement à un truc aussi bien. Peut-être qu'on pourrait le faire sur une frame, mais sur toute la longueur, ce serait hyper chiant et hyper laborieux. Et avec ce genre de truc, on peut se dire qu'on va commencer à utiliser l'IA pour réalité de la 2D avec évidemment pas avec la même souplesse que si on avait une CG en multipass avec tous les AOV, mais on peut commencer à se dire on a un contrôle un petit peu plus fin, même si c'est de la 2D finalement. On peut aussi faire des blurs. Là, je vous montre sur une image fixe. Ça marche aussi sur une vidéo. C'est-à-dire que nous, on a eu un cas d'usage où ça a été hyper utilisé. En gros, c'était pour une série. Ils avaient tourné une scène de nuit, donc vraie nuit, et ils étaient obligés de tourner avec un diaph hyper ouvert, donc pas de profondeur de champ. Et au dérush, ils se sont rendus compte qu'ils étaient c'était pas out of focus, mais ils étaient mous sur toute l'image. Et en gros, ils nous ont envoyé, donc ça concernait quand même une dizaine de plans, parce que c'était une séquence complète, des plans assez longs. Et en gros, tout était flou. Et en gros, avec cette tech-là, on a pu récupérer le piqué et refaire un des blurs sur l'ensemble de la séquence. Donc voilà, donc ça, c'est des cas d'usage qui sont hyper intéressants parce que avant, fixer ça à la main, c'est pas trop envisageable. Donc sur une image fixe, why not, mais sur toute une séquence, c'est dur. Et du coup, l'IA, ça nous permet d'envisager de faire ça, quoi. Et il y a le clean aussi. Ça, c'était une séquence où, tournée au Parc des Princes, en fait, il s'agissait de rajouter de la foule en 3D. Donc, il faut cleaner les joueurs dans un premier temps, et ensuite on rajoute la foule, et après on les remet par-dessus. Là, le clean, ça n'a pas été, alors je précise, ça n'a pas été utilisé en prod, c'est des tests que j'ai fait après, parce qu'au moment de la prod, la technologie n'existait pas. Mais ça, c'est un test que j'ai fait, qu'on a fait en interne pour voir si on pouvait l'utiliser. Et du coup, bon, ça donne des résultats. Alors la clean plate, bon, ça c'est un test qui marche bien. Mais la clean plate, elle n'est pas parfaite, mais ça donne vraiment une base de travail qui est hyper intéressante. Et utiliser cette base de travail versus que faire from scratch, on gagne beaucoup de temps. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir aussi, c'est que l'IA, j'ai l'impression que pour beaucoup de monde, c'est censé, parce que c'est intelligence artificielle, c'est une black box un peu magique, les gens ont tendance à attendre de l'IA qu'elle fasse 100% du travail. Et si elle n'y arrive pas, c'est considéré comme un mauvais outil. Moi, je pense que la réponse, c'est d'avoir des workflows qui sont hybrides. Et c'est une aide précieuse, notamment pour ce genre de trucs-là. Ça fait gagner du temps. Ça ne remplace pas à 100% les compeurs, parce qu'il y a des trucs à fixer qui fliquent un petit peu dans le background. Mais fixer cette clean plate versus le faire from scratch,
ben, ça fait gagner du temps, quoi. Il y a du aging aussi, ça pareil, c'est une vidéo YouTube random, c'est vraiment un test en interne. Mais vous pouvez altérer les visages de cette manière, et vous pouvez conserver l'expression, vous pouvez conserver le jeu d'acteur tout en faisant du changement d'âge. Ça, c'est un truc qui est assez demandé dans les prods. Et il y a aussi, dans l'autre sens, le de-aging. Donc, à gauche, vous avez l'original, à droite, vous avez le résultat. Donc, ça c'est sorti en prod. Par contre, c'est pour une série, ils avaient besoin que Kassovitz ait la même tête qu'il avait il y a 20 ans, genre dans Amélie Poulain ou ce genre de film. Et du coup, voilà, on a utilisé l'IA pour le rajeunir, pour vraiment retrouver le personnage d'il y a 20 ans. Donc, c'est à peu près tout pour les usages. Donc, c'est pas du tout exhaustif, comme je vous ai dit. C'est juste pour vous donner un peu une idée de comment on utilise ça, et un peu aussi sortir de l'IA générative dans le sens où on pense surtout beaucoup à du texte to image, ou de la simple génération d'images, ou de la simple génération de vidéos. En vrai, l'IA générative pour les VFX, il y a vraiment beaucoup de trucs à aller chercher et beaucoup de technologies à exploiter. Et du coup, ça peut être vraiment des outils hyper intéressants sur lesquels se pencher. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant d'essayer de casser les frontières, parce que techniquement, c'est un petit peu difficile à manipuler, on va pas se mentir. Mais de bâtir des outils là-dessus et de rendre ça accessible pour des utilisateurs non experts, bah, ça peut valoir le coup, surtout pour des pipelines VFX comme ça. Vous êtes combien de personnes dans votre... On peut applaudir. Ouais. Vous êtes combien de personnes dans votre équipe dédiée vraiment à ça? Dédié à ça, on est 3, et en gros, donc bon, ça c'est peu, mais en gros, selon les projets, là on va aller sur un truc, je sais pas, par exemple, si on se dit qu'on va aller sur, je sais pas, de la 3D ou du relight ou n'importe quoi, ben il y a des gens qui viennent nous rejoindre de manière ponctuelle, parce que c'est des TD en 3D et on a besoin de leur expertise. Mais en gros, en permanence, on est 3, et il y a des développeurs qui gravitent autour, quoi. Que je crois connaître. Est-ce que pour toi, tu es convaincu et tu vois bien comment peuvent s'articuler, comme tu disais, des pipelines hybrides? Est-ce que cette vision-là, elle est facile à partager? Est-ce que les managers, pour eux, maintenant, c'est clair aussi? Est-ce qu'il faut que tu te défendes dans un sens ou dans l'autre, quelquefois Ouais, les je choix? pense que pour les managers, en fait, pour les personnes non techniques, elles basent leurs attentes et elles font leur benchmark de ce qu'est l'état de l'art par rapport au cherry picking et aux démos qu'elles voient sur LinkedIn. Et en fait, c'est vraiment délétère, parce que là, comme ça, je parais un petit peu comme un maxi techno, genre hyper pro IA et tout, mais en fait, les gens qui bossent avec moi, ils me voient plutôt comme le tueur d'espérance. C'est-à-dire qu'ils me disent tout le temps ah, on va utiliser l'IA pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, mais la technologie, elle en est pas du tout là. Et puis après, il y a le syndrome de ouais, je l'ai vu sur Internet. Je suis d'accord, tu l'as vu sur Internet, mais c'est des démos qui sont publiés soit par des sociétés qui sortent les modèles, donc évidemment que tu vas pas poster une mauvaise pub pour ton propre produit. Et ensuite, c'est des use cases précis. Par exemple, il y a une appli qui fait du face swap qui est sortie, qui est en open. Et les démos sont hyper bluffantes, mais c'est des mecs qui sont face caméra, qui ont pas de cheveux, pas d'occlusion sur le visage, qui parlent de manière très linéaire, qui ont pas des expressions faciales de fou. Enfin, ça n'a rien à voir avec un acteur. Et du coup, on est venu me voir, on me fait ouais, le deepfake c'est rendu facile en fait. Toujours pas. Et en gros, je pense que les gens sont quand même conscients. Il y a un truc, mais les espérances et les attentes sont vraiment surévaluées par rapport à la technologie. Et ouais, alors à ce sujet-là, il y avait quand même une réflexion que désolé, ça n'a rien à voir, mais c'est juste un petit ajout que je voulais faire. Sur la qualité des outils d'IA générative, donc génération d'images, génération de vidéos ou whatever. J'ai quand même une réflexion qui me pique depuis ce matin. Je vais être un petit peu en porte-à-faux par rapport à la trend qui se dessine sur tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant.
je pense que pour évaluer la qualité d'un outil, et je veux blesser l'ego de personne en disant ça, mais pour évaluer la qualité d'un outil, il y a au moins deux composantes. Donc il y a l'état de la technologie et il y a l'utilisateur. Euh, si Et le temps vous, qu'on lui donne aussi. et le temps qu'on lui donne. Si vous prenez Photoshop, qui est communément admis comme étant un bon outil pour les VFX, et que vous évaluez les capacités de Photoshop avec un mec qui est en première année d'école versus un mec qui est senior depuis 20 ans, vous n'allez pas conclure que Photoshop est un bon ou un mauvais logiciel de manière fiable. Là, c'est pareil, c'est les outils de génération de vidéos ou de génération d'images. Il y a des manières de s'adresser à eux, il y a des manières de les utiliser. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la technologie est complètement là et complètement au point. Hein. Comme je vous ai dit avant, je suis plutôt celui qui enfonce le truc, quoi. Mais pendant la jam, c'est plutôt des personnes qui avaient un profil, pour la plupart très débutant, qui découvraient ces technologies-là. Et du coup, ce qu'on a vu là, tout comme les cherry picks qu'on voit sur LinkedIn, ça présage absolument pas de la qualité des technologies. Et moi, je vous enjoins à essayer et à vous dire, plutôt que de tester et de laisser tomber, parce que je vois ça assez régulièrement, plutôt que de tester et de laisser tomber assez vite parce que ça marche pas, parce que j'arrive pas à obtenir ce que je veux, parce que si, parce que ça bug, parce que l'IA break les règles basiques de l'animation. Essayez de vous dire comment je peux utiliser ces outils-là. Moi, je veux vraiment vous inviter à vous dire, bon, ben, c'est un outil comme un autre, je vais essayer de l'utiliser, je vais essayer de l'intégrer dans mon pipeline et vraiment essayer d'y passer un peu de temps. Je suis d'accord que le coût d'entrée est vraiment pas négligeable. Moi, j'ai la chance d'être payé à plein temps pour me former sur ces outils-là. Donc, voilà, et je comprends très bien que des graphistes qui passent 8 heures par jour à faire leur shot, ils vont pas se dire, tiens, je vais me faire une petite masterclass entre 18 et 22 ce soir. Mais c'est quand même des outils qui sont hyper profitables dans le sens où on peut faire des trucs plus vite, dans certains cas, plus vite, ou des fois, on peut toucher des use cases qui étaient vraiment inenvisageables avant. Et le petit point pour les étudiants aussi, et je conclurai là-dessus, c'est que actuellement, Comfy UI, c'est une compétence qui, à mon sens, est intéressante à développer pour deux raisons. C'est que c'est, même si, admettons, Comfy UI n'est pas le soft choisi par l'industrie, que c'est pas celui qui va devenir leader, ce ne sera pas du temps de perdu parce que les concepts sont les mêmes. Si vous êtes familier avec Comfy UI, vous serez familier avec celui qui va gagner et qui va faire une blender sur l'industrie. Le deuxième truc, c'est que c'est hyper professionnalisant. Les candidatures qu'on reçoit, même s'il y a juste le mot Comfy UI dans le CV, en général, on appelle les gens, au moins. Et du coup, ça va faire que grandir ça. Donc, Ça dit des choses, des profils qui s'intéressent ça déjà dit à ça. des choses, des profils. Et il y a quelques années, je ne sais plus si c'était Framestore ou MPC, je crois que c'était Framestore, ils avaient posté une offre d'emploi où clairement ils disaient bah, nous, on cherche des gens en stable diffusion, en automatic 1111, en Comfy UI. Si vous êtes si vous êtes familier avec Dream Boost, l'entraînement de LoRa, le data mining, construire des datasets et tout, ça nous intéresse. Je pense qu'ils se sont fait bâcher et l'annonce elle est restée en ligne quelques heures ou quelques minutes, je sais plus. Ça, quand ça va devenir socialement acceptable de le faire, J'ai l'impression que ça le va y avoir devient, une vague. Quoi. Pour avancer un petit peu, Arthur, tu as aussi une expérience de VFX supervisor et Alors, tu vois aussi ce genre de... Moi, je suis superviseur VFX plateau et superviseur VFX senior pour pas mal de boîtes de post-production et je travaille en agence et en boîte de production. Donc, j'ai pu voir l'évolution depuis un an, réellement depuis un an dans la culture agence et dans la culture production. Dans la culture post-production, hormis quand ils ont des équipes établies, ça reste encore limité et dédié. Nous, comment on l'utilise énormément aujourd'hui, c'est en rustine créative, c'est-à-dire que c'est pas un pipe intégré, hein, c'est pour ça vole pas de travail, comme je dis, ça vient rejoindre un
une expérience de service, c'est-à-dire qu'on avait, j'ai plusieurs cas que je vais vous citer, mais d'abord, les dossiers artistiques sont majoritairement faits en IA. Majorité des agences nous envoient des boards aidés, assistés sur des mood boards, sur des contenus de l'écriture. Les maisons de production aussi investissent beaucoup là-dessus. Enfin, les réalisateurs que je connais se sont beaucoup investis là-dessus parce que les notes sont pas payées, les notes d'intention sont pas payées. Ils doivent être le plus précis possible. Et donc, il y a une petite crise économique, une conjoncture économique qui fait que beaucoup de réalisateurs se sont investis leur temps là-dessus pour avoir des dossiers de qualité. Et donc, là-dessus, sur les dossiers artistiques, il y a eu quand même une évolution. Je n'ai pas envie de dire que c'est 100%, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites avec. Il y a beaucoup d'agences aussi qui ont pris le virage pour s'investir. BETC a développé son propre département interne. Pour l'instant, ils sont 5. Ils ont une vraie volonté de développer. D'ailleurs, c'est cette année ou l'année dernière, le directeur de BETC a fait un film où dedans, il y a carrément des plans en IA, certes pas super beau, mais c'est une vraie volonté pour eux de l'intégrer dans leur workflow. Alors eux, ce qu'ils aimeraient, c'est faire de la vidéo générative, hein, c'est-à-dire faire complètement que ça soit pas un outil d'assistant, mais qu'on puisse avoir des éléments, ce qui est plutôt un rêve. Mais étant donné que ils aiment bien les rushs, eux, ça leur va de choisir dans 50 plans qui sont sortis, et ils vont choisir dedans comme un montage. En fait, ils voudraient que ça soit directement le monteur, et on a des rushs et qu'on génère une quantité, et ils prennent le moment. De toute façon, dans la culture live, c'est pour ça que moi j'ai une vision un peu différente, moins outil graphiste de ce que je vois. C'est que nous, la post-production, l'animation, on est 5% du média, on représente pas grand-chose par rapport à tout ce qui est généré en vidéo et en marketing. Et aujourd'hui, c'est énormément géré en live. Et demain, tout ce secteur-là, il est potentiellement accessible à nous, graphistes, qui avons l'habitude d'être derrière un ordinateur. Alors pour l'instant, c'est pas du tout opérationnel, mais c'est un espoir sur lequel misent les agences et investissent beaucoup. Est-ce que ça va amener quelque part? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une vraie volonté. Et moi, sur les plateaux, je vois que pour l'instant, il n'est pas utilisé en full, mais il est utilisé en complément, donc en rustine, donc sur les dossiers créatifs. Moi, j'ai pu l'appliquer sur plateau régulièrement, c'est-à-dire que mes devis, parce que mon rôle, c'est de lire un script, de le deviser et d'imaginer comment on va le faire. On évite de mettre de l'IA parce que c'est trop risqué de dire bah, c'est la solution idéale. On est plutôt réticent à le faire, mais en parallèle, on n'hésite pas à l'utiliser en complément. Et j'ai eu le cas sur une scène où on avait un stade. Justement, on ne devait pas avoir de foule, on en a eu. Il se trouve qu'on on avait pas de profondeur de champ, donc c'était assez flou derrière. Donc on a pu générer une image, on a fait un test, j'ai rajouté des éléments, et en fait, ça m'a pris une demi-heure sur le plateau, et on avait le plan. Chose qu'il y a 3 ans ou 4 ans, moi je faisais de la 3D, donc à Digital District, je ne sais pas si tu te souviens, et ça me prenait 6 semaines de faire un plan de full 3D. Maintenant, les outils de 3D, c'est beaucoup plus simple, ça prend 2 semaines, et là, ça m'a pris une demi-heure. Donc oui, ça change et finalement le workflow. Pour l'instant, on l'utilise comme alternative, mais les derniers tournages que j'ai faits, tous les derniers tournages que j'ai faits, les 4 derniers, les éléments d'IA m'ont servi pour offrir des cadeaux, des plans cadeaux à mes clients en disant, ben voilà. Mais là, pour l'instant, cette expérience de service, c'est rajouté. Mais il y a un moment ou un autre, on va l'intégrer dans le process. Évidemment, ça deviendra évident. Est-ce que ça va transformer le terrain? Évidemment. Nicolas, toi, tu as un regard de Newkist et de 2D, donc c'est un outil génial pour compléter. Moi, en 3D, je trouve quand même on perd énormément de contenu pour en tout cas les VFX. Si on fait de l'animation, c'est différent. Mais je trouve qu'on a moins d'éléments. Les matte painters, on voit aussi le photobashing, il est quand même... Tu n'as plus besoin d'un matte painter, tu peux t'aider radicalement. Après, on a une problématique, c'est la dynamique de... On reste en 8 bits, hein, on n'a pas résolu ça. Mais je pense que le jour où on va résoudre ça, ça va changer énormément le caractère du tournage. D'ailleurs,
Je veux bien voir Ça, c'est tes un regards appel aux là-dessus. scientifiques, entraîner les données sur plus que du 8 bits. Ah, on va devoir conclure pas longtemps après quelques petites questions, à moins que tu aies une réaction à la réaction de et si vous avez des petits ajouts. Non, bah, Pendant que si vous avez des questions, préparez. rapidement, ouais, ce que tu disais sur la différence 2D, 3D, le rapport à l'IA, ça c'est complètement vrai. Pour la 2D, c'est un outil de fou. Pour la 3D, je suis assez d'accord que là pour le moment, bon, pour la 3D, j'ai un peu de mal à identifier vraiment des usages, mais probablement c'est parce que je suis pas du tout expert en 3D. Peut-être que si j'avais un passé de 3Diste, je pourrais peut-être m'exprimer un peu plus de manière un peu plus intéressante sur la question. Et sur ce que tu disais sur la 3D et comment ça va changer les workflows, je crois que ce qu'il faut vraiment identifier, c'est qu'aujourd'hui, quand on utilise l'IA, et de manière significative, j'entends, qu'on fait un plan limite. Le plan, c'est un modèle qui a sorti, et nous, on a juste ajouté de la Final Touch ou du compositing ou du finish dessus. C'est des cas de figure qui s'y prêtent, en fait. C'est pas du tout généralisable, en fait. C'est parce que, en fait, il y a deux trucs. Il faut que ce soit possible, que la technologie elle existe, et après, il faut être suffisamment malin pour se dire, bon, ben, ce cas-là, il est comme ça. Ce shot-là, cette composition, ce mouvement de caméra, c'est comme ça. C'est loin dans le cadre, close-up. Ou donc, si c'est close-up, peut-être que ça supportera pas le close-up, donc on va pas y aller avec l'IA. Si c'est mid ou background, peut-être que c'est possible. Si le mouvement de caméra il est comme ça, peut-être que c'est possible. Et il y a vraiment un peu à la manière d'un superviseur, il y a beaucoup de questions à se poser pour savoir si l'IA est utilisable ou pas. Et là, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'avant, c'était très marginal. Là, il y a de plus en plus de cas où ça devient pertinent de l'utiliser, et ça va faire qu'augmenter, en fait. Mais là, actuellement, on en est juste à un stade où ça fait du sens de l'utiliser que pour certains cas qui sont bien identifiés, quoi. Merci. La première question. Pour le coup, désolé, c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Et je rejoins tout à fait certains trucs qui ont été dit auprès d'Arthur. J'ai une partie de mon boulot où je bosse pour une boîte qui fait du luxe et qui travaille avec des créatifs et des agences. Et je trouve ça toujours assez rigolo de recevoir des briefs qui viennent d'IA et de dire bah, maintenant matchez-le en 3D quand en fait les perches sont toutes pétées dans tous les sens. Ça arrive régulièrement et c'est vrai qu'en fait il se crée des fois des schismes de ah oui mais l'IA peut le faire rapidement et du coup on s'attend aussi à avoir une certaine qualité et je trouve que c'est il y a un lien et une décorrélation entre les personnes qui travaillent ensemble qui existait déjà auparavant et qui est surchargé aujourd'hui. Et en voyant le niveau de détail que les agences peuvent avoir sur certaines prods, pour répondre à des personnes qui pourraient avoir des interrogations sur le fait de faire des prods full IA, quand on est à quelques dizaines de pixels de retake, c'est pas du tout le niveau d'IA qui sera peut-être même un jour possible d'avoir, quoi. Ou en tout cas, il faudra baisser aussi le niveau d'exigence attendu. Mais voilà, c'était juste un petit ajout, quoi. C'est une question, mais constatation aussi. En fait, on voit l'expérience de la Jam. On vient un peu débunker finalement les outils propriétaires qui balancent beaucoup de promesses sur les réseaux. Ce que tu dois, j'imagine, quand tes collègues, Nico, viennent te parler de les promesses de l'IA, bah, en fait, c'est essentiellement cela avec énormément d'argent investi et donc énormément de promesses de petit ticket de connaissance d'entrée en quelques clics. Tu réussis à faire ton image. On a tous vu, j'imagine, des images. Ce shot de VFX coûte des millions et je l'ai fait en 30 secondes. Voilà, on va disrupt Hollywood. Mais en fait, on est super loin de ça. Et c'est ce que nous, on voit, on débug, quoi. Pendant la jam, on voit que, bah non, clairement pas. En quelques secondes, en quelques heures, on n'arrive vraiment pas à voir ce qu'on obtient. Et finalement, on arrive sur un ticket de technique et de maîtrise qui vient un peu rapprocher notre métier de graphiste, bah oui, pour faire des belles images. On va utiliser la technologie juste là où on en a besoin, avec un niveau de maîtrise qui finalement nécessite du temps, de l'apprentissage, un œil, etc. C'est un peu la sensation que j'ai. Je ne sais pas si vous partagez à peu près ce constat. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a aussi un autre aspect, parce que moi, je fais aussi de la 3D en free, et du coup, on vient souvent me voir, parce que j'ai aussi donc je fais de l'IA, donc Confi, enfin avant, et du Python, et on vient me voir, on me demande, voilà, on a... Ah oui. Et donc avec Confi UI, Python et compagnie, et
et les motion models, effectivement, où les gens arrivent et disent bon bah est-ce qu'on peut faire ça en 3D, est-ce qu'on peut faire une boucle de 25 secondes pour les réseaux sociaux et tout. Et il y a un truc qui change beaucoup de choses et que par exemple cette année j'ai dû le répondre, à chaque fois j'ai un mail quasiment tout fait en fait qui explique ça, c'est on peut pas faire d'aller-retour. C'est un autre modèle de livraison. C'est-à-dire qu'en gros, on va partir d'une image fixe. Là, récemment, j'ai eu ça, une image fixe. Le client a une image fixe qu'il a, donc il a généré, qu'il a fait, je sais pas où il l'a trouvé. Bon, il a son image fixe. Il a déjà vendu enfin, c'est déjà son image fixe et il veut en faire une boucle de 25 secondes. Donc, du coup, j'essaye avec les outils à disposition. Alors, moi, j'utilise plutôt les outils qui sont accessibles via ConfigUI, donc qui sont plus ou moins open source. Donc, One, UniOne, LTX, et qui marchent plutôt pas mal d'ailleurs. Enfin, One 2, là, le dernier, il marche vachement bien. Enfin, bon. Mais par contre, je lui envoie, bah, du coup, je lui explique, bah, je vais vous envoyer 20 boucles, mais je vais pas les retoucher. Si vous me demandez de déplacer un objet un petit peu à droite de 10 cm, bah, il n'existe pas cet objet en fait. J'ai tout généré, donc en fait, soit je le fais en 3D, je vous envoie un devis où je vous fais tout en 3D et donc on peut faire des allers-retours, soit on fait une livraison de 20 exemplaires et vous en prenez un sur les 20 avec deux tarifications différentes. Parce qu'effectivement, on revient à un truc qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en fait l'IA, ça fait baisser les coûts d'un côté, mais après on peut se retrouver à faire des retouches et ça devient un enfer parce qu'on fait des retouches en 2D sur de la vidéo générée, enfin, c'est une catastrophe. En plus, les trucs ne vont pas être aussi propres qu'ils devraient être, donc les techniques de compo IA vont pas du tout fonctionner aussi bien. Enfin bref, c'est un autre, pour le moment, c'est une autre façon de livraison, on va dire, dans l'immédiat. Je prends la parole brièvement, mais c'est le même ressenti ici. Moi qui fais des illustrations, j'ai des clients qui m'envoient des trucs faits à l'IA complètement vénères et je suis obligé de faire de la pédagogie. Comme avant, il fallait que je leur explique que ça prend du temps de faire des images, mais maintenant, il faut que je leur explique que ça prend du temps de faire des images et que celles faites main vont nécessairement pas ressembler ou, enfin voilà, que c'est un domaine complètement différent. Mais je pense qu'ils sont complémentaires. Il faut juste faire la connexion entre les deux. Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose. Faut imaginer qu'une journée de tournage en publicité, c'est à peu près 100 000 € la journée. Donc les clients, les agences sont tout à fait sereins à l'idée que, ça puisse être moins bien. Parce que de toute façon, le coût, réel, il est vraiment, vraiment, 5 fois, à 10 fois, inférieur. Donc même si le résultat est hasardeux, c'est incroyable comment ils ont pas de souci avec ça. C'est-à-dire que je suis d'accord que nous, les graphistes, on a l'habitude ils ont jamais été aussi exigeants. C'est vraiment des pixels 1-1 qu'on connaît le mot. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai vu un changement un swipe, vraiment, ils ont glissé de l'exigence absolue, très, très chiante, au plan par plan, à quelque chose de beaucoup moins exigeant. Et vraiment, c'est marrant parce que c'est vraiment un truc de comme s'ils étaient sur un plateau et quand on filme, ils acceptent les accidents, les différences, c'est-à-dire ils le voient vraiment comme du rush. Et c'est amusant de voir, de voir ça sur le plateau et de voir cette réalité. Ils ont conscience que les coûts de production sont quand même énormément différents et ils tolèrent. Voilà. Et ça, c'est un point on n'a pas un regard de graphiste. Faut pas le voir comme un regard de graphiste. Et puis vous avez, ça me frappe quand tu le dis, par rapport à des gens qui font de l'animation, chaque image est chère, on l'anticipe, on storyboard, etc. Ça nous sort par les oreilles et tous les orifices d'avoir du gâchis, de faire des plans pour rien, alors que dans le monde du live, bah, c'est la base, on fait des rushs Oui. et puis on tape dedans. Une journée en moyenne, c'est des octets de rush sur lesquels on Ouais. va utiliser que 10 secondes. Donc, faut vraiment imaginer que la relation à ça, ils sont éduqués là-dedans. Nos clients, les agences, n'ont Bien pas sûr. de problème avec ça. Donc, c'est à nous aussi de se Ouais. mettre dans cet univers-là qui existe déjà Ouais. et qu'ils ont accepté. C'est juste qu'on était dans un service de prestation de dernier rouage où on cleanait, où on nettoyait. Mais aujourd'hui, moi, je crois qu'on va faire partie de la partie génération de plus en plus. Et on va aussi attaquer le marché du live. C'est une vraie réalité. Le live À risque l'inverse. d'avoir moins de marché et nous d'en avoir plus. Il faut changer vraiment le paradigme là-dessus. Et ça se voit, parce que vraiment les agences investissent massivement, les grands groupes investissent massivement sur cette idéologie-là et elles l'acceptent.
Une dernière question peut-être. Ouais, merci. Alors moi, je suis économiste, donc chercheuse en économie, donc j'ai principalement compris les déterminants que vous avez utilisés dans les phrases. Voilà. Mais moi, je me posais une question sur... je suis contente parce que vous n'êtes pas tout jeune, enfin comme moi, hein, mais voilà, j'ai beaucoup de critiques et en plus je suis arrivée en retard. Beaucoup de critiques. Non, mais ce que je me demandais, c'est d'un point de vue de vos métiers. En fait, si vous deviez vous situer entre, je reprends le titre, créative et machine, où est-ce que vous vous situez? Et est-ce que vous avez l'impression que ça a glissé au cours du temps? Est-ce que l'IA vient changer quelque chose ou pas? Pour ma part, je suis côté créatif, je suis absolument nul en intelligence artificielle. Bon. Oui. Moi, je suis mi-chemin. Non, ça dépend. De toute façon, avant l'IA, j'ai passé peut-être 15 ans à faire de la 3D en freelance. C'est pas très créatif, hein, la plupart du temps. C'est surtout artisanal. C'est-à-dire qu'il y a des compétences techniques à avoir, plus que des compétences créatives quand on fait de la... Enfin, dans ce que je faisais, moi, j'ai pas été réalisateur, j'ai pas été à l'initiative de projets créatifs commerciaux énormément. J'ai plutôt été infographiste 3D. Et puis les projets créatifs étaient faits complètement en parallèle, comme les clips ou des projets de scénographie. Mais donc, du coup, intégrer de l'IA à mon processus artisanal de 3D, dans l'idée, moi, ça me pose pas de problème. Et que du coup, moi, après, je suis pas une entreprise, donc j'embauche personne d'autre. Donc, c'est juste que je vais économiser du temps, peut-être d'un côté. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, comme je disais, j'arrive pas, ça marche pas encore comme il faut pour économiser du temps en utilisant l'IA. Mais si ça venait à arriver, de toute façon, je pense que les clients seraient au courant aussi, donc ils verraient arriver le devis, ils feraient non, mais ça prend pas ce que vous dites, hein, comme temps. Mais en tout cas, oui, en artisan, on est proche de la machine. En artiste, je sais pas, mais artisan, oui. Donc oui, je suis plus proche de la machine dans les travaux de commande, on va dire. Voilà. Mais c'est un cas particulier. Bon, après. Merci, ouais, je crois qu'on se retrouve tous pas mal là-dedans. Il y a beaucoup. D'ailleurs, à l'origine, je le dis souvent, là, les gens en ont marre de l'entendre quand je le dis, mais le mot art et technique, ça veut dire la même chose au départ. Savoir-faire, donc artisanat, artifice, articulation. Donc on est sur des trucs assez basiques. Merci de votre intervention. On se retrouve dans 10 petites minutes.